Tu l'attendais depuis si longtemps et il est enfin là. Il semble être assez proche de chez toi, alors tu prends rapidement tes clés, te précipites vers ta voiture et t'engages sur l'autoroute. Un arc-en-ciel lumineux dans le ciel. Tu ne veux pas rater ta chance de trouver son extrémité et d'obtenir ton or bien mérité. Tu conduis aussi vite que possible et l'arc-en-ciel se dédouble. La route prend un virage serré, le bout de l'arc-en-ciel semble être à quelques minutes. Tu te rapproches, mais il commence à s'estomper. Et il disparaît. Tu arrêtes la voiture et regardes autour de toi pour chercher ta récompense. Mais rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Il est physiquement impossible d'atteindre le bout d'un arc-en-ciel, car ce n'est pas quelque chose de physique ou de tangible. Les arcs-en-ciel sont des illusions d'optique formées grâce au super pouvoir des gouttes de pluie qui fonctionnent comme de minuscules prismes. Les gouttes de pluie reflètent la lumière du soleil à la fois à l'intérieur et dans ta direction lorsque tu les regardes. Les différentes longueurs d'onde de la lumière se réfractent à des angles distincts. C'est pourquoi la lumière blanche que le soleil envoie ressemble à tout un tas de couleurs arrivant dans un certain ordre. Pour que cette illusion d'optique naturelle fonctionne, il faut toutefois des conditions météorologiques précises. De plus, tu dois te trouver à une certaine distance, exactement au bon angle de 42 degrés par rapport aux rayons du soleil, avec le soleil dans ton dos et la pluie devant toi. Lorsque tu te diriges vers l'arc-en-ciel, il reste toujours à la même distance de toi, donc tu ne pourras jamais l'atteindre. De plus, l'angle sous lequel tu le regardes change et l'arc-en-ciel semble donc rétrécir par rapport au paysage. Et quand tu arrives à l'endroit où la pluie tombe, l'arc-en-ciel s'efface devant toi. Il a besoin d'une épaisse colonne de pluie pour refléter suffisamment de lumière, alors tu le verras à nouveau de loin. Deux personnes ne peuvent jamais voir le même arc-en-ciel car elles auront des perspectives différentes, à moins qu'elles ne regardent toutes les deux une photo de celui-ci. Si tu demandes à ton ami de se tenir sous un arc-en-ciel, plus tu te rapproches de lui, plus l'arc-en-ciel s'éloignera de toi. Ton ami verra un arc-en-ciel différent de son point de vue, à une certaine distance et toujours à un angle de 42 degrés. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'arc-en-ciel dans le ciel dans les bonnes conditions. Ainsi, tu pourrais bel et bien te trouver au bout d'un arc-en-ciel que tu ne vois pas, mais ton ami pourrait le prendre en photo de loin. Il n'est pas non plus physiquement possible de passer au-dessus d'un arc-en-ciel. Il pourrait apparaître sur le côté d'un avion ou en dessous dans les bonnes conditions et sous le bon angle. Mais les photos prises depuis le hublot d'un avion, montrant clairement des arcs-en-ciel d'en haut, sont le résultat d'une autre illusion d'optique, la biréfringence. Le plastique utilisé par le hublot a la propriété de diviser la lumière qui y pénètre en deux rayons distincts. Les rayons sont de couleurs différentes et se dispersent différemment. Lorsque la lumière sort du hublot, les deux rayons de lumière se croisent et créent l'effet de bande colorée. Si tu utilises un filtre polarisant sur ton appareil photo, l'effet est encore plus évident. L'eau sous l'avion a aussi cet effet polarisant. Ainsi, cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'en est pas un. Une autre raison pour laquelle tu ne pourras jamais atteindre l'extrémité ou le bas d'un arc-en-ciel est qu'il n'a pas réellement une forme d'arc, même s'il y ressemble. C'est en fait un cercle complet. Tu ne peux pas voir le reste du cercle parce que lorsque tu es debout sur le sol, tu ne peux voir que la lumière réfléchie par les gouttes de pluie au-dessus de l'horizon. La moitié inférieure est cachée de ta vue. La seule façon de voir un arc-en-ciel circulaire complet est de sauter dans un avion ou de grimper sur une très haute montagne afin d'élargir ton champ de vision. Les arcs-en-ciel n'apparaissent pas seulement pendant la journée. Un arc-en-ciel qui apparaît la nuit s'appelle un arc-en-ciel lunaire. C'est le résultat de la lumière réfléchie par la lune qui frappe les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il a les mêmes couleurs mais semble plus terne. La lune n'émet aucune lumière par elle-même et le clair de lune est une lumière solaire réfléchie plus faiblement que celle du soleil. C'est pourquoi un arc-en-ciel lunaire est officiellement un arc-en-ciel formé par la lumière du soleil et l'eau. Tu peux en apercevoir un lorsque la lune est pleine ou presque pleine, principalement dans les régions tropicales comme les Caraïbes et Hawaï. Là-bas, il y a souvent des averses tard dans la soirée. Les arcs de brume se forment lorsque la lumière est réfractée et réfléchie par le brouillard. Ils sont beaucoup plus faibles que les arcs-en-ciel ordinaires, car les gouttelettes d'eau du brouillard sont plus petites que les gouttes de pluie. Certains semblent même être principalement blancs, et quand tu en vois un dans les nuages, cela s'appelle un arc blanc. Si pour une raison quelconque, tu veux qu'un arc-en-ciel disparaisse de ta vue, il suffit d'enfiler une paire de lunettes polarisées. Tiens-les devant toi et tourne-les sur le côté. Et voilà, l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont aussi polarisés, ce qui signifie que leurs ondes lumineuses vibrent dans une direction verticale, comme sur les lunettes de soleil.
Les lunettes de soleil sont conçues de cette façon pour que tu ne vois pas les reflets et l'éblouissement provenant des étendues d'eau ou d'autres surfaces planes. Lorsque tu tournes les lunettes de soleil sur le côté, tu les rends polarisées horizontalement. Maintenant, tu ne peux plus voir les objets polarisés verticalement et l'arc-en-ciel disparaît donc comme par magie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, un arc-en-ciel ne se limite pas aux 7 couleurs que tu as apprises à l'école. Ce sont juste les couleurs du spectre visible. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue et le violet la plus courte. D'autres couleurs comme le rose, le marron, le corail et plein d'autres sont aussi présentes dans l'arc-en-ciel, qui en compte jusqu'à 1 million. Les autres teintes sont tout simplement invisibles pour l'œil humain. Les arcs-en-ciel rouges monochromes peuvent généralement être vus au lever et au coucher du soleil, lorsque le soleil est à l'horizon. Les longueurs d'onde plus courtes des nuances bleues et violettes sont dispersées à ce moment-là, si bien que tu ne peux distinguer que la couleur rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 2 fois à l'intérieur des gouttelettes, tu peux voir un magnifique double arc-en-ciel. Le deuxième surplombe le principal plus lumineux et ses couleurs sont inversées. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel et il se termine par un arc rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 3 fois, tu peux apercevoir un arc-en-ciel triple. Tu dois faire face au soleil pour le voir, car le soleil en est le centre. Il est donc assez difficile de le voir en regardant droit dans le soleil. Et les couleurs ne sont pas aussi vives. Un arc-en-ciel quadruple est encore plus difficile à détecter, mais ils existent aussi naturellement. Les arcs-en-ciel surnuméraires sont exceptionnellement rares dans la nature et ne se produisent que lorsqu'il y a une différence dans les trajectoires des rayons et la taille des gouttes de pluie. Les couleurs les plus vives qu'ils contiennent sont généralement le rouge et le vert. Des scientifiques ont détecté un arc-en-ciel d'ordre 200 en laboratoire. Tu pourrais avoir un arc-en-ciel parfaitement circulaire autour de toi. Si tu fais de l'alpinisme, lorsque le soleil est bas et derrière toi, et que tu montes assez haut pour qu'il y ait de la brume en dessous de toi, tu peux assister à l'effet optique du spectre de Brocken. C'est ta propre ombre dans la brume, mais beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. La silhouette est entourée d'un anneau de lumière semblable à un halo. C'est un phénomène optique connu sous le nom de gloire, qui se produit d'ailleurs aussi quand tu vois ton avion se projeter sur les nuages en dessous de toi depuis ton siège côté hublot. Certains arcs-en-ciel sont à l'envers et prennent alors le nom d'arc circumzénital. Ils se produisent lorsque la lumière du soleil se réfracte à un certain angle à travers des cristaux de glace horizontaux qui se forment dans des nuages spéciaux. Ils se produisent assez souvent tout au long de l'année, mais nous n'en voyons pas souvent car ils sont généralement cachés par les nuages en dessous. Si tu as vraiment de la chance, tu peux voir 2, 3 ou plus d'arc-en-ciel dans le ciel en même temps. C'est un phénomène différent d'un arc-en-ciel double ou triple, car il se dresse alors fièrement comme des arcs séparés entourant un arc-en-ciel plus brillant et plus coloré. Les arcs-en-ciel se croisent parfois avec des tornades, si bien qu'ils n'annoncent pas toujours un ciel dégagé et un temps calme. Les taches de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les côtés du soleil s'appellent des parélies. Elles sont similaires aux arcs-en-ciel, mais beaucoup plus fréquentes. Elles sont également formées par l'humidité qui filtre la lumière du soleil lorsqu'elle frappe des nuages de cristaux de glace. Les cristaux de glace deviennent des prismes. La plupart des parélies sont blanches, mais elles peuvent aussi être colorées, du rouge le plus proche du soleil au bleu à l'extérieur. 80% de ce qui se trouve au fond des océans nous est encore caché à ce jour. La raison, c'est que l'océan recouvre 70% de la surface de la planète et que nous n'avons donc accès qu'à une petite parcelle de celle-ci. Nous pouvons voir clairement jusqu'à environ 5 km de profondeur dans l'océan. Il n'est par conséquent pas surprenant que nos découvertes les plus récentes en matière de faune et de flore proviennent de l'océan. Il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. Par exemple, cette nouvelle espèce de requin appelée Squalus clarkae. Ou encore le plus long animal jamais découvert, une méduse de 47 mètres de long sur laquelle nous sommes tombés un peu plus tôt cette année en Australie. Quelque part dans les mers de l'Arctique et de l'Antarctique, un phénomène étrange a été constaté et a déconcerté tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit des fleurs de givre, mais ce ne sont pas du tout des plantes, simplement des cristaux de glace. Le givre pousse sur les longues tiges des plantes qui parviennent à percer la fine couche de glace à la surface de la mer. Mais les fleurs de givre ne sont pas seulement composées d'eau, elles contiennent toute une variété de micro-organismes, ce qui fait d'elles de petits écosystèmes temporaires. Et tu dois savoir que les volcans ne se trouvent pas uniquement sur la surface visible de la Terre. Les volcans sous-marins sont tout aussi perturbateurs pour la faune qui les entoure. Si les données que nous avons jusqu'à présent sont correctes, l'océan posséderait les volcans les plus actifs de la planète. La plupart se trouvant en moyenne à 2600 mètres sous la surface.
Les maelstroms, qui sont des tourbillons puissants et parfois dangereux, sont encore aujourd'hui une source de cauchemar pour de nombreux marins. Ce qui distingue un maelstrom des autres tourbillons, c'est sa taille et sa puissance extraordinaire. Sa violence est telle qu'il peut mettre en difficulté même les plus gros navires. L'un des plus célèbres d'entre eux est le tourbillon de Naruto, et il se trouve près de l'île d'Awaji. Ces marées montent et descendent à une vitesse comprise entre 13 et 19 km/h 2 fois par jour, ce qui en fait l'un des plus rapides au monde. Le naufrage du Titanic est l'événement historique qui a rendu les icebergs célèbres, n'est-ce pas? Eh bien, parfois ces icebergs ont même des rayures colorées. Elles peuvent être brunes, noires, vertes, jaunes et bleues. Évidemment, on dit alors que ce sont des icebergs rayés, et leurs couleurs ont pour origine divers phénomènes naturels. Les rayures bleues, par exemple, apparaissent lorsque la glace fond et regèle très rapidement. S'il y a des rayures vertes sur l'iceberg, cela signifie probablement qu'il y a des algues quelque part à l'intérieur. Les couleurs plus terreuses, comme le brun, le jaune ou le noir, sont présentes pour d'autres raisons. Par exemple, les sédiments que l'eau de mer amasse, puis qui gèlent. En mars 2019, des scientifiques sont tombés sur l'un des phénomènes les plus déconcertants jamais observés dans la mer. Pendant l'exploration d'un volcan sous-marin, ils ont remarqué ce qui ressemblait à un petit lac, et qui était à l'envers. Il se trouvait à au moins 1980 mètres sous la surface. Si tu te dis que ça n'a aucun sens, tu as raison. Ce n'est en fait pas réel. Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'une illusion d'optique, produite par le fluide contenu dans ces bassins. Ce fluide peut atteindre une température de 160 degrés et il est composé de substances chimiques très nocives, du soufre et des métaux par exemple, ce qui rend l'illusion possible. La plus grande chute d'eau du monde est elle aussi cachée sous l'eau. Elle se trouve sous le détroit du Danemark, dans une zone située entre l'Islande et le Groenland. S'il te poussait soudain des branchies de poissons et que tu plongeais sans problème pour respirer sous l'eau, tu pourrais admirer une série de cascades qui commencent à 610 mètres sous la surface et descendent jusqu'à une profondeur de 3050 mètres. En 2011, des chasseurs de trésors suédois ont découvert au fond de la mer Baltique un objet qu'ils ont décrit comme étrange et mystérieux. Il est de forme ovale avec une structure en escalier très surprenante. Le chef de l'équipe, ayant fait la découverte, a même affirmé qu'il avait dû être construit il y a des dizaines de milliers d'années, avant même l'ère glaciaire, et qu'il aurait fait partie de la mythique cité sous-marine de l'Atlantide. Les experts qui ont analysé l'objet pensent, quant à eux, qu'il s'agit d'un dépôt glaciaire ordinaire ou d'une autre formation naturelle, mais ils n'en sont toujours pas certains. La mer Noire n'est pas nommée ainsi par hasard. Située à l'extrême sud-est de l'Europe, elle dégage même une espèce de fumée, mais il s'agit là en réalité de vapeur s'élevant au-dessus de la mer. Cela se produit à cause de l'humidité. Elle neutralise les vents plus frais qui soufflent à la surface de l'eau, créant ce phénomène si particulier. Si tu regardes un jour la surface de l'océan pendant le coucher et le lever du soleil, tu auras peut-être la chance de voir des éclairs verts. Mais tu devras bien prêter attention car cela ne dure que quelques secondes. Ils se produisent à cause de l'effet prismatique naturel de l'atmosphère de la Terre. Au moment du coucher et du lever du soleil, la lumière qui vient de notre astre est dérivée en plusieurs couleurs. Et ce phénomène donne l'impression que c'est l'eau qui émet un flash vert. Les marées rouges se produisent très souvent, et même s'il n'y a pas lieu de paniquer lorsque tu en vois une, tu dois quand même faire attention. Le terme technique pour ce phénomène est efflorescence algale. Il se produit lorsqu'il y a une croissance ou une floraison rapide des algues dans les eaux de l'océan. À cause des substances chimiques que ces algues contiennent, cela peut être un problème pour les oiseaux et les mammifères, y compris les humains. Alors ne sois pas si pressé de sauter à l'eau si jamais tu vois cela. Les pieuvres et les calamars possèdent une particularité qui les distingue des autres créatures marines. Ils ont 3 cœurs. La Saint-Valentin est un jour très spécial pour eux. Cela ne les rend pas forcément plus romantiques, mais ils ont besoin de ces 3 cœurs pour vivre normalement. Ils ont d'abord un cœur principal qui permet la circulation du sang dans tout leur corps, et puis 2 cœurs branchiaux responsables de la circulation au niveau des branchies. Avec ces 3 cœurs et ces 8 bras, lorsque la pieuvre te fera un câlin, tu sauras qu'elle est très sincère. D'après une étude publiée en 2013, les dauphins utiliseraient des noms pour s'appeler entre eux, en particulier les grands dauphins. Ils usent, comme les humains avec les prénoms, des sifflements particuliers.
Non seulement ils apprennent à siffler de manière à se présenter aux autres dauphins, mais ils peuvent aussi apprendre le nom de leurs congénères, ce qui leur permet de mieux communiquer entre eux. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, il y a une étrange baleine chanteuse. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer son mystère. Ils l'appellent la baleine la plus solitaire, car elle émet des sons à une hauteur bien plus élevée que toutes les autres baleines bleues qu'ils aient pu étudier. Mais personne ne l'a jamais vue. Les chercheurs pensent que sa façon de chanter, si étrange, l'empêche peut-être de trouver un partenaire. Oh. Les baleines bleues possèdent elles aussi une particularité. Leur cœur fait plus d'1,50 m de long. Il fait aussi environ 1,20 m de large et peut peser plus de 180 kg. Pour comparaison, ton cœur fait à peu près la taille de ton poing. Il est donc bien plus petit. Nous sommes déjà plutôt intimidés par les créatures marines. Mais imagine ça, ils poussent aux requins des milliers de dents. Et pas seulement 1 ou 2 milliers, ils leur poussent jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie pour être précis. Oui, leurs dentistes doivent avoir de belles voitures. On en apprend tous les jours. Les scientifiques n'ont pas encore identifié de créatures sur Terre capables de vivre éternellement. Mais il semble que cela soit sur le point de changer. Une minuscule méduse, encore plus petite que l'ongle de ton petit doigt, semble être l'incarnation vivante de Benjamin Button. En effet, elle aurait la capacité de revenir à un stade de développement antérieur dès qu'elle se trouve en danger ou quand elle est extrêmement affamée et à court de nourriture. Pas étonnant qu'on la surnomme la méduse immortelle. Nous connaissons cette espèce depuis des centaines d'années, mais il nous a fallu attendre les années 1990 pour découvrir ses caractéristiques si uniques. Nous ne savons pas encore comment elle est capable de produire des cellules qui régressent et se régénèrent, mais il se pourrait bien qu'elle détienne un secret susceptible de contribuer au progrès de la médecine, tant pour les animaux que pour les humains.